Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce podcast de sciences humaines. Aujourd'hui, nous faisons de l'histoire et nous allons présenter une façon de faire. Comment enseigner les AGA, l'histoire générale de l'Afrique. Mais pour cela, on va déjà commencer par amorcer le sujet. Je vais vous citer du Nicolas Sarkozy. Oui, je sais, il y a mieux pour commencer une leçon, mais c'est pas grave. Nicolas Sarkozy a dit aux jeunes Africains: l'héritage de la colonisation est aussi le vôtre. Il soutient également que la phrase « l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire » est une référence à Aimé Césaire, déclarant « laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire ». Nicolas Sarkozy a dit ça à l'université Cheikh Anta Diop. On peut critiquer parce que cet héritage de la colonisation est aussi néfaste. Ne l'oublions pas, les questions de franc CFA, les questions de France-Afrique, les soutiens à certains chefs d'État peu respectueux de la condition de leurs concitoyens. Et l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire en faisant référence à Aimé Césaire est une grave erreur, parce que quand Aimé Césaire a écrit cela, les connaissances en historiographie africaine étaient très faibles. On était pendant la colonisation, avec un racisme scientifique. Et l'histoire générale de l'Afrique, en 8 volumes, fait par des historiens africains, nous en reparlerons un petit peu plus loin, n'existait pas encore. Donc les travaux sur l'histoire africaine étaient encore très faibles. Dire que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire est une faute. Déjà, elle distingue l'homme africain de l'humanité. L'homme africain est rentré dans l'histoire, totalement. C'est un humain et fait partie de cette mosaïque qui est l'humanité. Et l'histoire, on n'y entre pas. L'histoire, elle est en nous. Elle existe depuis tout temps. Donc, comme d'habitude, M. Sarkozy a dit des conneries. Mais s'il veut augmenter sa culture et sa science, nos vidéos sont là pour ça. Donc, concernant l'Afrique, ça n'a pas été facile de résumer l'histoire africaine en 10 dates, mais on a quand même essayé. Donc, on a l'Égypte antique, très importante. Dans l'histoire africaine, elle est comparable, si on prend l'histoire européenne, à Rome ou à la Grèce, c'est-à-dire civilisation importante, hégémonique, avec un très grand héritage et une très grande influence sur les sociétés africaines. On a la civilisation carthaginoise qui, on va être honnête, a été la grande rivale de Rome pour l'hégémonie dans la Méditerranée occidentale. Sachant que la Méditerranée était un lac romain à un moment, vous pouvez comprendre l'importance de la civilisation carthaginoise. On a le royaume vandale. En effet, les invasions barbares sont descendues jusqu'à la Tunisie. On a l'arrivée de l'islam, très important en Afrique parce que c'est pas qu'une religion. Ça joue sur le social, ça joue sur le culturel, ça joue sur le politique. L'économique, c'est central. L'islam a une très grande influence aussi sur l'islam. Les empires sahéliens, 300-1591, Ghana, Mali, Songhai. Ces empires-là, très riches, très influents, qui vont en faire beaucoup d'échanges avec les autres parties du monde, qui vont aussi être des États très puissants, donc des administrations très puissantes, donc des sources utiles pour les historiens. Et il ne faut pas oublier que le Sahel a été le centre économique de l'Afrique à cette période-là, jusqu'à l'arrivée des Européens, là où le centre économique après a été décalé sur les côtes. On a l'arrivée des Portugais en Afrique, en Guinée-Bissau, qui va avoir une influence importante là aussi, avec l'arrivée des comptoirs, et donc la traite atlantique, très importante parce qu'elle va influencer sur les États qui vont participer à la traite négrière. Oui, il y a des États qui ont participé, des États africains, des Africains qui ont participé à l'esclavage atlantique. Il y a une grande littérature dessus, ne me sautez pas dessus. Donc ça va jouer une très grande influence sur l'économie, la politique, le social, les rapports avec la société, les diasporas. Les diasporas en Amérique et donc les échanges et les influences culturelles. On a le 19e siècle africain, très important parce qu'il y a une mise en place de beaucoup de choses au niveau de la politique, de l'économie et tout ça. Et cette mise en place va être fragile et donc va entraîner la période de la colonisation de 1880 à la période 1960. Et après, les indépendances vont s'étaler sur 20 ans, même si l'indépendance peut être mise entre guillemets parce que faut pas oublier qu'il y a indépendance et indépendance, c'est bien d'avoir l'indépendance politique, mais si les billets de banque sont imprimés à chamaillère, comme dans les États où il y a le franc CFA, l'indépendance économique n'est pas là. Puis il y a aussi toute la question de colonisation et indépendance des esprits. Mais voilà, vous avez à peu près les grandes... Après, je sais qu'il manque énormément de choses et cette frise est à améliorer.
Mais voilà, vous avez des grandes idées et de toute façon, les vidéos qui vont suivre vont nous permettre d'approfondir la chronologie, de rentrer plus dans le détail et de mettre les choses un peu plus en place. Concernant la carte, l'espace concerné, j'aurais pu mettre une carte de l'Afrique, mais comme il y a une très grande partie sur l'historiographie, on ne peut pas enlever le prisme mondial. En effet, l'histoire est une histoire mondiale. Je ne peux pas vous faire l'historiographie africaine en enlevant tous les travaux des chercheurs en Europe, en Amérique, les recherches des diasporas sur les origines, leurs origines. Donc, on est obligé d'avoir une vision mondiale, une vision ouverte sur les autres chaires d'université hors du continent africain. Nous avons, pour les définitions, l'Afrique ancienne. Concernant l'histoire générale de l'Afrique, on parle d'Afrique ancienne pour la période qui va de la préhistoire à l'Antiquité, mais certains historiens utilisent l'expression Afrique ancienne pour tout ce qui s'est fait avant la colonisation, ce qui n'est pas foncièrement très précis et très représentatif de la réalité historique. La cartographie, c'est une représentation spatiale d'une réalité. Par exemple, le climat, c'est une réalité. On en fait une représentation spatiale. Les populations, c'est une réalité. On en fait une représentation spatiale. La colonisation, c'est le fait de peupler, de colons, de transformer en colonies, ou l'exploitation des pays devenus colonies. Donc voilà, on a ces deux définitions et c'est ce qui arrive en Afrique. On a l'historiographie, c'est l'étude de la façon d'écrire l'histoire, même si aujourd'hui cette vision d'une histoire très écrite s'efface un petit peu avec l'ouverture à de nouvelles sources et à de nouveaux supports. L'idéologie, c'est l'ensemble des idées sur la structure de la société. Et ces idées sont influencées par des lectures, par des origines familiales et culturelles. La méthodologie, c'est l'étude de l'ensemble des méthodes scientifiques. Elle peut être considérée comme la science de la méthode ou méthode des méthodes. Nous avons période. C'est un laps de temps de plusieurs années, décennies ou siècles, utilisé par les historiens pour faciliter leurs travaux et productions selon des critères ou méthodes diverses. Les différentes époques se suivent en général dans une continuité sur plusieurs siècles. On ne peut pas étudier l'histoire de l'humanité de l'an 1 à l'an 2000. On est obligé de découper parce qu'il y a des réalités différentes selon les époques. Les réalités évoluent. On a la préhistoire, généralement définie comme la période comprise entre l'apparition du genre humain et l'apparition des premiers documents écrits. Selon les régions du monde, la préhistoire inclut aussi tout en partie des périodes suivantes, l'âge de pierre, à savoir l'âge du bronze, puis l'âge du fer. La science, un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes, obéissant à des lois et ou vérifiées par les méthodes expérimentales. Connaissance approfondie d'un domaine quelconque acquise par la réflexion ou l'expérience. Source. Toutes les traces du passé disponibles aujourd'hui. J'insiste bien sur disponible. Eh oui, toutes les traces du passé, il y en a beaucoup. Bon, qui nous sont arrivées aujourd'hui, il y en a un petit peu moins. C'est toujours cette petite soustraction qu'il faut faire quand on fait de l'histoire. La transdisciplinarité se distingue ainsi de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité en ce sens qu'elle déborde les disciplines. La transdisciplinarité est la posture scientifique et intellectuelle qui se situe à la fois entre, à travers et au-delà de toute discipline. La vulgarisation, c'est le fait d'adapter des connaissances techniques, scientifiques pour les rendre accessibles à un lecteur non spécialiste, ce que j'essaye de faire dans mes vidéos. Alors, quel plan nous allons poursuivre? Déjà, on va voir les objectifs de notre réflexion. Ensuite, je vais vous parler de l'histoire générale de l'Afrique. Si vous voulez plus de précision, il y a une vidéo sur la chaîne que j'ai fait au tout début de la chaîne, donc vous pouvez la voir et voir un peu les différences. On va voir le plan des 8 parties et on va parler un petit peu méthodologie pour finir la vidéo. Alors, les objectifs. Premièrement, ça va être de transformer cette masse de savoir en des vidéos de vulgarisation. 2. Offrir un regard complet sur l'histoire africaine. 3. Donner un regard scientifique, débarrassé du postulat idéologique, car l'un des cancers actuellement de l'histoire, c'est l'idéologie qui vient gâter la science. C'est-à-dire qu'il y a des faits scientifiques. On peut prouver par A plus B que c'est ça qui s'est passé, mais on a toujours des idéologues qui vont déformer la chose, ce qui est très embêtant si on fait un travail propre. Alors, maintenant, on va détailler un petit peu les objectifs. Transformer cette masse de savoir en des vidéos de vulgarisation.
Faut pas oublier que l'histoire générale de l'Afrique, c'est 8 volumes en 2021. Il y en a 3 autres qui sont en train d'être écrits. 230 chapitres. Ça fait de la donnée. Bon, tu es obligé des fois de faire des petites mises à jour car l'histoire et la science bougent. Hein. Certains trucs ils ont été écrits à la fin des années 1970. Donc, les techniques ont évolué, et puis même la vision des choses, hein, comment on faisait l'histoire avant. Peut-être qu'aujourd'hui, en prenant le problème dans un autre sens, avec une autre vision, une autre grille de lecture, on ne tombe pas sur les mêmes résultats. Mais bon, il va falloir qu'on fasse des découpages, de l'amorce et qu'on transforme ça en vidéo de vulgarisation. Donc là, j'ai déjà commencé en faisant un PowerPoint, par exemple. Ça aide. Et enfin, c'est offrir du savoir. Hein. C'est ça l'avantage qu'il y a sur YouTube. On peut critiquer notre plateforme. Elle est critiquable. Ça, on n'en fera pas le procès ici. Mais je peux offrir du savoir au plus grand nombre. Et ça, c'est très important, surtout sur ce continent aussi beau que l'Afrique. Offrir du savoir à une jeunesse pour lui faire comprendre qu'elle est assise sur une véritable mine d'or et que l'Afrique est grande, de par son histoire, c'est un objectif assez plaisant. 2. Offrir un regard complet sur l'histoire africaine. Un regard sur toutes les périodes. Ce qui pose la question des sources, parce que plus on va remonter dans le passé, plus on va manquer de choses, parce que voilà, toutes les sociétés africaines n'ont pas eu d'écriture au même moment, toutes les sociétés africaines n'ont pas été structurées avec des États, des administrations qui laissent des traces. Donc ouais, selon les périodes, ça va être difficile. Puis il y a certains trucs qui ont été détruits au moment de la colonisation. Rappelons-nous que les Anglais, hein, dans leur sens de l'honneur légendaire, ont foutu le feu à Koumassi, capitale des Ashantis. On va avoir un regard sur tous les espaces. Là aussi, il y a la question des sources. Comme je vous ai dit, l'apparition de l'État, c'est pas fait pareil à tous les endroits. Et puis même, l'espace, c'est important. La conservation des traces du passé, selon le climat, selon le type de sol, a influencé. Donc, un regard historiographique, très important, l'historiographie, comment on va mettre ça en histoire. Un regard transdisciplinaire. On va chercher à travers les sciences. Hein. Si l'histoire peut pas nous répondre, la géographie nous répondra. Si c'est pas la géographie, c'est la linguistique. Si c'est pas la linguistique, l'ethnologie, l'anthropologie, l'archéologie. J'ai des outils, j'ai pas peur. Et les historiens qui ont fait les HGA n'avaient pas peur non plus. Et enfin, un regard scientifique. On va pas tomber dans le militantisme à bout de ficelle. Donc, oui, le regard scientifique. L'objectif, c'est un objectif scientifique et rigoureux qui a poursuivi toute la création des HGA. Et moi, aujourd'hui, en me plongeant dans ces HGA, je suis obligé, par honnêteté intellectuelle, de poursuivre les objectifs de mes pairs. Le but n'est pas de créer une histoire. On ne crée pas l'histoire. On fait avec les faits qu'on a, on fait avec ce qu'on a, et c'est ça qui va nous donner l'histoire. Pas de procès. L'historien n'est pas un juge. Je ne suis pas là pour juger tel ou tel individu. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour juger. Ce qui s'est passé il y a 200 ans, ça s'est passé dans un contexte, dans un espace, à une époque bien donnée, avec une façon de penser. Je ne suis pas là pour juger. Pas d'invention. On n'est pas là pour inventer. Hein? L'histoire, c'est des faits, c'est des sources, donc on travaille avec ça. Des faits, rien que des faits pour CET Theodore Mommsen. Alors, dans un deuxième temps, je vais vous parler de l'histoire générale de l'Afrique. L'UNESCO a lancé en 1964 l'élaboration de l'histoire générale de l'Afrique pour remédier à l'ignorance généralisée sur le passé de l'Afrique. Pour relever ce défi qui consistait à reconstruire une histoire de l'Afrique libérée des préjugés raciaux, hérités de la traite négrière et de la colonisation, et favoriser une perspective africaine, l'UNESCO a fait appel aux plus grands spécialistes africains et internationaux de l'époque. L'élaboration des 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique a mobilisé plus de 230 historiens et autres spécialistes pendant plus de 35 années. L'histoire générale de l'Afrique est une œuvre pionnière à ce jour, inégalée dans son ambition de couvrir l'histoire de la totalité du continent africain, depuis l'apparition de l'homme jusqu'aux enjeux contemporains auxquels font face les Africains et leur diaspora dans le monde. C'est une histoire qui ne laisse plus dans l'ombre la période précoloniale et qui insère profondément le destin de l'Afrique dans celui de l'humanité, en mettant en évidence les relations avec les autres continents et la contribution des cultures africaines au progrès général de l'humanité. La collection complète est publiée en 8 volumes. Les chapitres des différents volumes sont abondamment illustrés de cartes, figurés, chiffres et diagrammes et de sélections de photographies en noir et blanc. Les textes sont pour la plupart complètement annotés et sont tous complétés par une importante bibliographie et un index. Ces dernières années, l'UNESCO a entrepris la préparation et la rédaction de 3 nouveaux volumes de la HGA. Source, le site de l'UNESCO, General History of Africa. Alors, maintenant, on va attaquer le plan des 8 parties et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça a été découpé comme cela.
Déjà, dans une première partie, on a la méthodologie et la préhistoire africaine. Il est très important quand on se lance dans un ouvrage kilométrique, on va employer le mot kilométrique, de se poser la question de comment on va faire. Quelles vont être nos sources, comment on va travailler ces sources. Donc la méthodologie a une place importante. Et la préhistoire africaine. Dans le deuxième volume, on va s'intéresser à l'Afrique ancienne, c'est-à-dire l'Antiquité, les civilisations égyptiennes, carthaginoises, je ne vous ai pas parlé, Koum, Aksum, la Nubie, le christianisme, l'Afrique romaine, enfin voilà, toutes ces choses-là. L'Afrique du 7e siècle, arrivée de l'islam, au 11e siècle. Ce 11e siècle, il y a une coupure entre le 11e et le 12e siècle, parce que le volume suivant commence au 12e siècle. Souvent, quand il y a une coupure en histoire, c'est que voilà, il y a l'apparition peut-être de nouveaux phénomènes ou même la question de la source. Peut-être qu'à partir du XIIe siècle, les sources augmentant, on entre dans une nouvelle période, une nouvelle façon de travailler et donc il y a une coupure. Voilà, on sait bien que le découpage du Moyen-Âge n'est pas viable. Les historiens ne se servent pas du Moyen-Âge. Il y a le haut Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, le Moyen-Âge central. Nous-mêmes en Europe, on a coupé cette période de 1000 ans. Donc, le 4e volume, 12e, 16e siècle. 16e siècle, c'est l'arrivée des Européens. 16e, 18e siècle, dans un 5e temps. 6e siècle, l'Afrique au 19e siècle jusque vers les années 1880. Ce qui va nous permettre de couvrir la fin de la traite négrière et toute cette période qui va nous amener aux colonisations, parce que les colonisations des Afriques ne se font pas d'un claquement de doigts. Il y a un contexte intra- et extra-africain. Et donc là-dedans, on va étudier le contexte intra-africain. Enfin, l'Afrique sous domination coloniale, 1880-1935, coupure très intéressante parce qu'elle déconstruit 1960. On pourrait commencer en 1960 en mode « Youpi, c'est les indépendances ». Non, 1935, c'est le début avec le Commonwealth, avec des révoltes, avec les conséquences de l'attaque de l'Éthiopie, les conséquences des premiers mouvements indépendantistes. On est sur cette route qui va amener aux indépendances. Et enfin, le dernier volume parle de l'Afrique depuis 1935. Là aussi, très intéressant. On casse l'idée que 1960, oui, c'est les indépendances dans beaucoup de pays africains. Mais cette indépendance est incomplète au niveau des mentalités, au niveau de l'économie, au niveau de la place des Afriques dans la géopolitique. Donc, il sera intéressant de déconstruire les indépendances selon l'angle de, pourquoi pas, de la psychologie, l'angle du mental, l'angle de l'économie, l'angle de la géopolitique. Donc voilà le plan. Donc, quelle est la méthodologie ? Déjà, le transdisciplinaire. On est obligé, parce qu'à un moment, comme on fait de l'historiographie, donc comme on va étudier les sources africaines, on va être obligé d'appeler les archéologues, les linguistes, les ethnologues, on va être obligé d'appeler diverses sciences pour faire le carbone 14, la datation, donc on va être obligé de croiser les sciences et de les dépasser un petit peu pour avoir le calva, le matériel. On va avoir un regard chronologique et géographique. La chronologie est importante, ça permet de saisir les évolutions. Et la géographie, les espaces. Vous verrez quand on va rentrer sur les plans des différents volumes, c'est des études régionales. On va avoir une approche multisource, plein de sources, beaucoup de sources. Parce que voilà, plus on a de sources, plus ça va être facile de retracer le passé. Et une approche cartographique, il faut qu'on représente ces réalités spatiales d'hier et d'aujourd'hui sur des cartes pour qu'on puisse visualiser et comprendre la logique espace-temps aussi. En conclusion, l'histoire africaine est riche. J'espère que cette vidéo vous permettra déjà de comprendre la richesse de l'histoire africaine. Mais ne vous inquiétez pas, on a 12 vidéos d'histoire dans l'année, 6 ce sont l'histoire africaine. La richesse, vous la verrez bien. Les HGA sont une grosse base de données. Une grosse base de données qui doit être exploitée, exploitée au niveau de la vulgarisation, pourquoi pas au niveau des études des universités. Enfin, après, on n'a pas les budgets. Il y a une possibilité de travailler dessus, donc je vais le faire. Je vais demander mon avis à personne, je vais tenter mes choses et puis on va voir ce que ça va donner. On va essayer avec une méthodologie très actuelle. On va essayer vraiment d'être actuel dans notre travail, on va essayer de faire un truc moderne, un truc pas daté, pas un truc un peu ennuyant. Je veux vraiment un truc qui vous passionne. Mais ça va prendre du temps parce que là, 230 chapitres, 6 vidéos par an, je te fais pas le calcul, mais on en a pour au moins 15 à 20 ans.
mais je suis prêt. Science H est l'homme des défis impossibles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. N'oubliez pas le financement participatif. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!